Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un exercice d'application du théorème de variation de l'énergie mécanique. Alors, que dit ce théorème? Donc voilà sa formulation mathématique. Alors, on va l'expliquer un petit peu. Le théorème de variation de l'énergie mécanique stipule que toutes les variations de l'énergie mécanique d'un système s'expliquent par la présence de forces non conservatives qui s'exercent sur le système et qui travaillent. Voilà. Donc, toute variation de l'énergie mécanique s'explique par des travaux de forces extérieures qui s'exercent sur le système et qui sont non conservatives. Les forces non conservatives, ce sont des forces qui dissipent l'énergie mécanique du système en énergie, en chaleur par exemple. Et voilà. Donc par exemple, ce sont les forces de frottement. Si le système est uniquement soumis à sa force de pesanteur, eh bien l'énergie mécanique du système n'est pas soumise à des variations. Voilà. Je rappelle, l'énergie mécanique se définit comme étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie mécanique, c'est donc la somme des énergies. Donc ça englobe toutes les énergies qui sont capables d'engendrer le mouvement. Voilà. Et donc, dans un système isolé qui n'est soumis à aucune force de frottement, l'énergie mécanique est constante. C'est-à-dire que la somme des deux énergies cinétiques et énergie potentielle est conservée. Ce qui voudrait dire qu'ici, au départ, donc on part à une vitesse nulle, la skieuse se laisse aller, donc elle a une vitesse au départ qui est nulle, donc toute son énergie mécanique est stockée sous forme d'énergie potentielle, et au fur et à mesure de sa chute, l'énergie potentielle de pesanteur diminue, et l'énergie cinétique augmente. Les variations de l'énergie cinétique, l'augmentation de l'énergie cinétique est égale à la diminution de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est-à-dire que il y a vraiment une conservation. Voilà. C'est-à-dire que toute augmentation ou diminution de l'énergie cinétique, eh bien, se traduit par une augmentation ou une diminution de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est vraiment la variation de l'une est égale à l'opposé de la variation de l'autre. C'est-à-dire que si l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle va diminuer. Voilà. Mais ça, c'est uniquement le cas si il n'y a pas de forces non conservatives comme les forces de frottement qui s'exercent. Or, ici, il y a des forces de frottement, évidemment, qui s'exercent le long du trajet. Ce qu'on nous dit, c'est que la vitesse de la skieuse à la fin, donc après avoir parcouru les 100 mètres de distance et avoir parcouru donc une dénivellation de 40 mètres, eh bien, s'élève à 72 km/h. Donc 72 km/h, si on divise par 3,6 pour exprimer ça en mètres par seconde, ça fait 20 mètres par seconde. Voilà. Et évidemment, l'énergie mécanique n'est pas conservée puisque les forces de frottement travaillent. Voilà. Ce sont des forces qui dissipent l'énergie mécanique du système en chaleur. Alors, appliquons le théorème de variation de l'énergie mécanique. Donc, delta EM est égal à, en l'occurrence, le travail de la force de frottement. Puisqu'en l'occurrence, c'est cette force dont on parle. Delta EM, c'est quoi? C'est l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Et puis, travail des forces de frottement, c'est quoi? C'est la force de frottement fois le déplacement. Alors, en l'occurrence, j'ai mis moins FF parce que, la force de frottement s'exerce dans le sens opposé du déplacement. Donc, il faut mettre un moins ici. L'énergie mécanique finale, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique. À la fin, lorsqu'elle aura parcouru ces 100 mètres de distance, elle se trouvera à une hauteur nulle. La référence ici, c'est la fin de la piste. Donc du coup, elle a une énergie potentielle de pesanteur nulle. Et donc toute l'énergie mécanique est stockée sous forme d'énergie cinétique. Donc ici, on a 1/2 de mv carré. Et l'énergie mécanique initiale, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, cette fois-ci, c'est que de l'énergie potentielle de pesanteur, puisqu'on a dit qu'elle partait avec une vitesse nulle. Donc c'est mgh. Et en fait, ce qu'on va chercher ici, c'est le coefficient de frottement statique entre les skis de cette skieuse et la glace. Voilà. Alors, comment on va trouver ça? Je rappelle que le coefficient de frottement statique intervient dans la formule de la force de frottement. La force de frottement, c'est la force de soutien fois le coefficient de frottement statique. Et la force de soutien, je rappelle, petite précision, qu'elle est égale à la composante perpendiculaire de la force de pesanteur. Je rappelle, on en a parlé dans plusieurs vidéos qui traitaient des plans inclinés. La force de soutien, c'est une force qui est toujours systématiquement donc perpendiculaire au plan,
donc perpendiculaire au plan et non pas forcément perpendiculaire au sol. Et bah, elle traduit simplement une force de répulsion de la part du sol. C'est-à-dire que la skieuse ne s'enfonce pas dans la piste, c'est bien parce qu'il y a une force qui compense la force de pesanteur. Alors elle compense pas la force de pesanteur entièrement, hein, contrairement au cas du plan non incliné. Parce qu'il y a deux composantes, il y a la composante perpendiculaire et la composante parallèle. Mais on rappelle que la force de soutien ne réagit qu'à la composante perpendiculaire de la force de pesanteur, puisque la composante parallèle de la force de pesanteur, que l'on note des fois comme ça, bien c'est cette composante-là, elle ne va pas influencer sur, elle ne s'exerce pas sur, c'est pas une force qui s'exerce directement sur le sol, c'est la partie de la force de pesanteur qui fait que l'objet aura tendance à glisser le long de la piste. Hein, voilà, c'est ce qui va donner, voilà, c'est ce qui va donner, c'est ce qui fera que l'objet aura tendance à glisser, à dévaler la pente. Mais la force de soutien, elle ne réagit pas à la force de pesanteur en entier, elle réagit qu'à la partie de la force, la partie du poids qui s'exerce réellement sur le sol. Et quelle est la partie du poids qui s'exerce réellement sur le sol? Ben, c'est la composante perpendiculaire de la force de pesanteur. C'est seulement cette composante-là, donc celle-ci, qui s'exerce sur le sol. Et donc le sol ne va pas réagir plus que ce qu'il doit. Voilà. Donc la force de soutien, c'est égal, je rappelle, que la norme de la force de soutien, elle est égale à la norme de la composante perpendiculaire au déplacement, à la force de pesanteur. Et on avait démontré que c'est calculé comme ça, c'est mg fois le cosinus de l'angle alpha, la alpha étant l'angle d'inclinaison, donc du plan. Ici, c'est l'inclinaison de la piste par rapport à l'horizontale. Bien, alors du coup, bah, si on remplace ff par sa valeur avec ce qu'on a dit, ça fait mg fois cos de alpha fois mu fois d. Et nous, on cherche à déterminer le coefficient de frottement. Le problème, c'est qu'on nous donne pas la masse de la skieuse. Mais c'est pas grave, on a m ici, on a m ici, on a m ici. Si on factorise, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait m facteur de 1/2 de v carré moins gh, qui est égal à moins mg fois cos de alpha fois mu fois d. On a du m ici, on a du m ici. Ça se simplifie. Et donc, on n'a pas besoin de connaître la masse de la skieuse. C'est ça qui est pratique. Alors nous, on va devoir isoler ceci. Comment est-ce qu'on isole ceci? Bon, on divise par tout ce qu'il y a à côté. Voilà. On a donc que mu est égal à v carré moins gh sur moins 2gh. Non, qu'est-ce que je dis? Moins 2g fois cos de alpha fois d. Voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement, donc, j'ai pris ceci, et j'ai divisé par g fois cos de d, de alpha fois d, pour isoler mu, ici, et donc, j'obtiens ceci. Donc, voilà la formule qui me permet de déterminer mu. Bon, le problème, c'est que je connais pas alpha. Je connais pas alpha, mais après tout, c'est pas grave, parce que, là, c'est d. Parce que, si je reprends mon plan incliné, hein, je refais ici vite fait, on connaît la dénivellation, qui vaut 40 mètres, et on connaît la distance d que va parcourir la skieuse. Vraiment, ça correspond à l'hypoténuse et au côté opposé de ce triangle rectangle. Donc si on veut connaître l'angle ici, il faut utiliser le sinus. Hein, le sinus de l'angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc du coup, c'est égal à h sur L. Donc du coup, on peut dire, si on veut isoler l'angle, que alpha est égal à sin moins 1 de h sur L. Voilà. Et donc, je vais remplacer ça là-dedans. Donc, ça me fait une formule assez barbare. Alors, on pourrait faire une application numérique dès le début. Moi, je préfère noter toute la formule d'abord. Et voilà, ça me donne ce truc-là. Alors, très barbare. Hein. Donc, le coefficient de frottement, c'est la vitesse au carré moins la gravité fois la hauteur sur moins 2 fois la gravité fois le cosinus de sin moins 1 de la hauteur sur c'est pas L, c'est ici, c'est D. Fois D. Voilà, c'est long. Hein. Maintenant, si on en vient à l'application numérique, qu'est-ce que l'on obtient? La vitesse au carré, bah, c'est 20 au carré, moins la gravité fois la hauteur, donc 9,81 fois 40, sur moins 2 fois la gravité, fois le cosinus de sin moins 1 de 40 sur 100,
fois 100. Bon, alors, on peut le faire par petits morceaux, mais on obtient à l'arrivée environ 0,214. Alors, c'est un nombre sans coefficient, hein, sans unité, je veux dire.